Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal Crise anglophone, 6 mois après l'interpellation au Nigeria. Ayuk Tabe et compagnie entrent enfin en contact avec leurs avocats, s'acheminent vers l'ouverture d'un feuilleton judiciaire, une tentative de conciliation, élément à suivre au cœur de ce journal. Et à Douala, le quartier Lorbesso, sous la menace d'un ravin géant. Les pluies diluviennes qui s'abattent ces dernières semaines sur la ville ont provoqué des éboulements de terrain à proximité de ce ravin. Un péril plane sur de nombreuses familles. Et en ouverture de ce journal, nous parlerons de ce grave accident de la circulation qui a coûté la vie à cette personne sur l'axe Kambé-Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, au moins 7 personnes ont péri ce lundi matin dans un grave accident de la circulation survenu sur l'axe Kambé-Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Les victimes se trouvaient sur une moto et à bord d'un camion de l'armée camerounaise. À en croire nos sources, le camion a percuté à l'arrière une moto qui avait 3 personnes. Les 3 personnes sont d'ailleurs décédées sur le coup, ainsi que quelques hommes en tenue. Et sur place à Douala, les populations du quartier Lorbesso ont perdu le sommeil depuis des semaines. Un ravin de plus de 15 mètres ravage tout sur son passage et met en péril la vie de ses habitants. La boue entraînée par les eaux a enseveli plusieurs maisons d'habitation. Ainsi, la gravité de la situation a contraint la communauté urbaine à descendre sur le terrain ce lundi. Georges Mitterrand, Xavier Foucault. Les populations du quartier Lorbesso, Miket à Douala ont perdu le sommeil. Ce ravin de plus de 15 mètres de profondeur gagne du terrain chaque jour, emportant à son passage d'importantes surfaces de plantation et mettant la vie des riverains en danger. La boue, entraînée par les eaux de ruissellement, a englouti plusieurs maisons. Après des efforts vains, la population a été débordée par la fureur du déferlement de la boue et contraint pour la plupart au déménagement. Moi, en tant qu'habitant d'ici là, j'ai presque abandonné ma maison, je ne suis plus dedans et je ne suis pas la seule. Nous avons combattu à notre niveau, mais ça n'a pas marché. Tous les jours, on a essayé de charger les sacs, canaliser l'eau à notre niveau, ça n'a pas marché. Jusqu'aujourd'hui là, nous souffrons au point où, au jour d'aujourd'hui là, chacun, on ne peut qu'abandonner ses maisons et partir. On ne peut plus rien faire parce qu'il n'y a rien à faire. Parce que quand cette eau-là commence à venir, c'est un torrent. Si ça te trouve dedans, ça t'enterre une fois avec la maison. Le calvaire de ces populations serait causé par une canalisation faite en amont. Depuis presque 3 ans, on n'avait pas ce problème ici au quartier. Mais depuis que les Chinois ont canalisé l'eau, comme vous voyez là, tu vois comment le bas peuple souffre. Il y a beaucoup les enfants qui ont déménagé, ils ont abandonné leur maison. Moi, je ne sais pas comment on peut gérer, je ne sais pas comment on peut faire la situation, parce que peut-être ça peut changer. Le collectif des habitants du quartier Lorbesso a saisi plusieurs fois la communauté urbaine de Douala, bien avant que la situation n'atteigne ce seuil plus qu'inquiétant. C'est depuis le mois de mars que nous avons commencé à voir le danger venir et nous avons interpellé la communauté urbaine quand le ravin était environ à 30 mètres de chez nous. Ils ne sont pas venus et nous avons déjà adressé trois correspondances à la communauté urbaine par rapport à cela. Ils ont régulièrement envoyé des gens qui sont venus filmer et puis par la suite rien. Il a fallu que la situation s'aggrave avec les pluies qui sont de retour à Douala pour que la communauté urbaine envoie ses camions ce lundi avec des moellons comme début de solution. Et du côté de Ndobo, les populations également ont perdu le sommeil de ce côté. Elles sont confrontées au quotidien de graves inondations à la moindre averse. Ajoutez à cela l'insalubrité qui prend de l'ampleur dans ce quartier situé dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Robert Moukobé, Julien Berthe Bissaï. À première vue, cela pourrait paraître pour une blague. Pourtant, c'est la réalité. Un vieux congélateur servant de pirogue de fortune pour la traversée aux populations de Ndobo des églises. Ici, les habitants ont les pieds dans l'eau. À l'autre coin du quartier, quelques roues servent également de pont pour la traversée. Bâtis sur une zone marécageuse, les eaux stagnent un peu partout dans ce quartier en manque de route.
L'eau ne circule pas parce qu'il n'y a pas les rigoles. C'est bouché. Quand il pleut, et la poubelle, ça bouche les rigoles. Pour que l'eau ne circule pas. Donc même le piéton, il n'y a pas moyen de marcher. Et toutes les routes sont gâtées. Nous, on supplie seulement le gouvernement de nous arranger la route et sortir les rigoles. Parce que ça nous donne les maladies, les enfants tombent, même les grandes personnes en désordre. Les moustiques entrent, on n'arrive même pas à manger les moustiques. Dans cette localité pratiquement abandonnée, les populations s'interrogent sur le rôle de la municipalité. Vraiment, on se demande si le maire de Douala 4e, il connaît même s'il y a un quartier qu'on appelle Ndobo des Églises. Parce que nous, on le voit seulement pendant les élections. Quand il y a les élections, c'est le moment là qu'ils viennent nous dire, bon, il faut même voter, parce qu'ils vont nous donner un peu le riz avec le pain. On va manger, on va aller les voter. Dès qu'on le vote, ça fait plus de 5 ans, il n'est jamais passé ici. Bon, voilà encore, dans bientôt, les élections vont encore venir. Il y aura encore des élections municipales. Il va toujours revenir pour dire qu'il faut qu'on le vote. Dès qu'on le vote, il disparaît. On ne le voit plus. Regardez vous-même la route. Regardez les rigoles. Il n'y a même pas de rigoles. Il y a les saletés partout. Je ne parle même pas le délégué du gouvernement. Ou le délégué du gouvernement sait qu'il y a même un quartier ici, qu'on appelle Ndobo 2 Églises. Là où il y a l'abattoir, tout jusqu'à Bounandale. Nous, on ne sait même pas si c'est que les gens vivent même de ce côté. Il n'y a pas de route. Les rigoles sont bouchées, la saleté partout. On vit comme ça dans l'eau. À l'approche des élections, pas si étonnant de voir les hommes politiques sur le terrain. Les départements d'Umbam, Enubu, Mbam et Kim, coupés en deux depuis 2 ans, le bac qui facilite la traversée sur le fleuve Guérima est défectueux. Les activités économiques tournent au ralenti, aggravées aux mauvaises conditions de vie des populations qui souffrent notamment des infrastructures de base. C'est un grand reportage que signent Charlie Melingui et Marcelin Gansop. C'est au bord du fleuve Guérima, à cheval entre les départements du Bam et Enubu et Bam et Kim, que commence notre périple. Impossible pour nous, ainsi que les autres usagers, d'aller d'un bout à l'autre du fleuve. Et pour cause, le bac est inopérationnel. Rattrapé par le poids de l'âge et du fait des multiples sollicitations, il s'est noyé et reste otage des eaux depuis plus d'1 an, mettant les populations des 2 rives en difficulté, sans compter que les activités économiques tournent au ralenti. S'il n'y avait pas les choses des blancs, là, nous on ne devait pas vraiment au moins, nous on ne devait pas au moins exister. Bon, les mamans ne devaient jamais traverser. La seule issue désormais est d'emprunter les pirogues et autres chaloupes. Mais cela nécessite un coût que les usagers ne sont pas toujours prêts à payer. Les prix d'ici là actuellement dans la pirogue, c'est 300 francs. 2 personnes, ça fait 600. Bon, si vous prenez le chauffeur et la moto, c'est 1000 francs. 602 sur une moto. Le chauffeur seul, c'est 700 francs. La moto, c'est comme ça. Actuellement, quand c'est un dépôt vraiment un peu pressé, que vous êtes pressé, c'est 2000 francs la traversée quand vous êtes pressé. Il y a des cas qu'on évacue cela même pour rien quand quelqu'un est malade. On évacue, on part, on laisse de l'autre côté par rapport à on doit céder. Donc ici le chargement c'est par ordre. On charge par ordre. Le travail commence aux environs de 7h à 18h30, on arrête la traversée. Après une bonne dose de patience et une fois que l'on parvient à rallier l'autobout du fleuve en direction de l'arrondissement de Ngoro dans le département du Bam et Kim, commence un autre calvaire lié notamment au très mauvais état des routes. Au village Nyamongo, le tout premier que nous foulons, les populations souffrent le martyre. Un centre de santé développé comme le mien n'a pas un infirmier parce que la fille dont vous avez trouvé là, c'est les populations, c'est le village qui supporte ses besoins. Et je remercie encore son courage et sa disponibilité parce que ce centre de santé ne soit fermé. Comment faites-vous pour maintenant trouver de l'eau à boire? Nous rentrons dans le petit ruisseau en brousse, à 1 km, parfois 500 mètres. Quand il n'y a pas l'eau, c'est qu'il n'y a pas la vie. Bon, quand la population ne peut pas vivre, c'est que le chef d'État lui-même ne peut pas aussi vivre. Ça veut dire que nous voulons qu'il vienne à notre aide. Au village Mbengue, la situation n'est guère reluisante non plus. Le difficile accès aux services sociaux de base se pose avec acuité. Premièrement, nous n'avons pas de route. Et nous sommes des agriculteurs. Nous travaillons.
énormément, avec beaucoup de force. Nous nous épuisons beaucoup. Pour écouler nos produits, c'est pas facile. Vous voyez, à partir du fleuve Guérima, on n'a pas de pont, on n'a rien qui puisse nous favoriser, qui puisse nous aider à bien écouler nos produits. Dans le domaine de la santé aussi, ce n'est pas facile. Il faut partir d'ici, faire 22 km jusqu'à Bafia pour amener les malades à l'hôpital, ce qui n'est pas déjà bien. Sur cette ligne, Nyamongo, Mbengue, Massassa, jusqu'à Vondou, la rivière Ngoro, rivière qui portait l'arrondissement, le nom de l'arrondissement. Donc il y a un pont là qui nous gêne encore. On peut passer pour les produits de base que nous cultivons ici, le cacao, les vivres, tout ça. Nous n'avons pas les moyens de les évacuer. La suite de notre périple nous conduit au village Gorongima, où les efforts constants des populations se heurtent à un mur de difficultés. Donc, comme ça là, pour manger et pour envoyer nos enfants à l'école avec nos maniocs. Il n'y a pas la route, nous souffrons comme ça parce que nous n'avons pas la route et le pont. C'est pour ça que nous souffrons comme ça en Gorongima. Partant de Mbengue pour Ngorongima, Massassa, nous avons un pont de singe qui relie les deux villages. Et pour y accéder, c'est que les motos. Et ça, la difficulté. Je sais, c'est nous penser à nous, à faire notre pont et notre route pour que nous écoulons rapidement nos produits. Je suis enseignante ici depuis 3 ans. Pour qu'on me paye, ce n'est pas si facile. Ce sont des parents d'élèves. J'ai des aïeurés de mois de salaire. Oui. Et pour survivre, je suis obligée de faire même dans les champs, comme je suis en train de tremper le maillot comme à cette heure. Et comme si cela ne suffisait pas de cravacher dur pour assurer la pitance quotidienne, les populations doivent en plus faire face à la montée inquiétante des fléaux sociaux, à l'instar de la consommation des drogues et autres stupéfiants. Parce que beaucoup de jeunes d'ici ont été noyés dans les drogues. Ils fument le banga, ils boivent le tramol, tout. J'ai combattu, je combats jusqu'à présent. Il y a des points d'eau qui ne sont pas là. Je suis assoiffé et je bois une eau impossible. Il y a les aînés qui nous manquent le respect. Ils disent que nous sommes les petits, on ne peut pas. Quand nous on travaille beaucoup par rapport à eux, nous on ne bénéficie pas beaucoup. On n'achète pas même bien le couscous ou bien. On fait le filet à 5 000. 100 kilos, 5 000. Nous on va prendre quoi? On va manger comment? On va nourrir les enfants comment? On va pousser les enfants avec quoi? Autant le dire, la vie a un goût plutôt amer dans la quasi-totalité des villages de l'arrondissement de Ngoro, dans le département du Mbam-Ekim. Les populations dépitées ne savent à quel sein se vouer, abandonnées qu'elles sont à leur triste sort par les élites et les pouvoirs publics. Ne leur parlez pas de bout du tunnel ou d'émergence. Elles n'y rêvent même pas. Dans le reste de l'actualité, gardé au secret pendant 6 mois, Ayuk Tabé et compagnie ont pu arrêter au Nigeria, interpellés au Nigeria, puis extradés au Cameroun en début d'année 2018, ont pu enfin rencontrer les avocats en facilitant dans cette rencontre. Le gouvernement veut ainsi tordre le cou à la rumeur qui a longtemps laissé croire qu'Ayuk Tabé et compagnie avaient été assassinés au lendemain de leur interpellation. Nana Paul Sabin pour plus de précisions. Le 5 janvier 2018, Sisikou Ayuk Tabé, président de l'État fantôme d'Ambazonie, et des membres de son cabinet sont réunis en nocturne dans un hôtel à Abuja, au Nigeria. Séance tenante, ils sont surpris par des éléments du service secret de leur pays d'accueil. Mis aux arrêts, ces dirigeants séparatistes anglophones, au nombre de 47 selon les officiels, sont extradés sous très forte escorte à Yaoundé le 28 janvier 2018. Dans la capitale politique du Cameroun, Ayuk Tabé et ses 46 compagnons de lutte pour l'indépendance des régions anglophones sont gardés au secret. Le 29 janvier 2018, 4 avocats, à savoir Maître Félix Arbor Nkongo, Maître Claude Assira, Maître Yolande Ngor Mignongok et Maître Bernard Mouna, se présentent au secrétariat d'État à la Défense dans l'espoir de rencontrer les sécessionnistes rapatriés du Nigeria. Peine perdue, le colonel qui les reçoit n'accorde pas une suite favorable à leur demande. En outre, l'officier supérieur de gendarmerie ne confirme pas la présence des séparatistes dans les cellules du 7.
Cette attitude renforce la conviction de certains activistes de la crise anglophone qui pensent que Sisiku Ayuk Tabe, le président de l'État fantôme d'Ambazonie, a été assassiné au lendemain de son arrestation au Nigeria. En réaction, le gouvernement camerounais multiplie des démentis sans convaincre la famille du leader des séparatistes, dont son épouse Lily Ayuk Tabe, qui exige une vidéo qui prouve que son mari est encore en vie. Après 6 mois de confusion, le gouvernement camerounais a finalement décidé de lâcher du lest. En effet, depuis vendredi, selon les indiscrétions, Ayuk Tabe, Wilfried Tassan et les autres activistes arrêtés au Nigeria et incarcérés à Yaoundé ont eu la possibilité de rencontrer pour la première fois leurs avocats. Le régime de Yaoundé apporte ainsi la preuve que les séparatistes sont bel et bien en vie. Et nous prolongeons le débat sur cette affaire Ayuk Tabe. En deuxième partie de ce journal avec Maître Célestin Kengoum, avocat au barreau du Cameroun. Et toujours dans ce chapitre consacré à la crise anglophone, la condamnation des massacres des populations et forces de défense se poursuit. L'église adventiste vient de se lancer dans le bal des condamnations des attaques perpétrées par des séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il faut préciser que l'arrivée massive des populations du nord-ouest dans la région de l'ouest Cameroun a donc suscité la sortie de cette confession religieuse. Talastana et Jean-Paul Jouniat. Sur les pas de la foi catholique, la foi protestante et la foi musulmane, l'Église adventiste du Cameroun condamne les massacres dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Pour elle, la voie du dialogue entre les sécessionnistes et le régime de Yaoundé est la seule issue de sortie d'une crise qui perdure depuis 2 ans. De nos jours, la seule personne qui peut aider, c'est que Dieu intervienne. Et nous demandons à Dieu quotidiennement de toucher les cœurs des uns et des autres afin qu'ils puissent revenir à un consensus, qu'ils puissent venir à une entente afin que nous puissions voir notre pays retrouver cette paix qui caractérise même son identité. Depuis le déclenchement de cette crise, l'Église adventiste à l'ouest Cameroun continue d'accueillir des centaines de déplacés venant des régions anglophones, tout comme des déplacés de l'extrême nord, fuyant la guerre entre Boko Haram et l'armée camerounaise. À l'Église adventiste, seule la puissance de feu de Dieu mettra hors d'état de nuire les ennemis du Cameroun. Nous sommes convaincus que l'ennemi s'agite, mais en fin de compte, la victoire reviendra à Dieu et il y aura la stabilité dans ce pays. Par ces moments où des velléités tribalistes se manifestent pour ébranler la cohésion sociale, les bergers du peuple de Dieu prônent dans leurs homélies la culture du vivre ensemble entre les fils et filles d'une même nation, le Cameroun. Le vivre ensemble existe à l'Église adventiste et nous en faisons même la promotion déjà au sein de l'Église, mais ensuite au sein de notre communauté. Au cours de l'installation de Imbé Jules Hervé, nouveau pasteur du district Mifinoun, l'intérimaire qui retourne à son district Menoua Bamboutos demande aux jeunes enclins à la facilité et aux déviances d'avoir pour seule boussole dans leur vie la parole de Dieu. Et au regard de l'enlisement de la crise anglophone, l'ex-ministre de la Santé publique au Cameroun, Urbain Olangena Awono, propose des pistes de solutions pour sortir le pays de la tourmente actuelle. Incarcéré à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, l'ex-ministre, dans son ouvrage, donc appelle à un dialogue national et inclusif. Note de lecture dans ce reportage de Guizoukou. Urbain Olangena Awono n'arrête pas sa réflexion sur l'être et les temps du Cameroun. On pourrait même dire que son statut de prisonnier de l'opération Épervier stimule sa prolixité d'essayiste. Après Mensonge d'État, désert de République au Cameroun, témoignage, il vient ainsi de publier aux éditions du Chabel un nouveau livre intitulé « Urgence d'un nouveau pacte républicain et social, rêve d'avenir pour le Cameroun », préfacé par Monseigneur Samuel Cléda, archevêque du diocèse de Douala, qui constate la témérité et la foi d'Urbain Olangena Awono en le Cameroun. Le livre souligne à grands traits l'urgence de revoir le Cameroun de fond en comble. L'auteur cible quelques chantiers majeurs à conduire pour reformer un Cameroun à ses yeux mal en point. La politique, l'autonomie des territoires dont la crise anglophone, la justice, la démocratie, les entreprises publiques et établissements publics et l'égalité des chances pour tous. Dans toutes ces problématiques, Urbain Olangena Awono fait le constat de la déconfiture qui met à mal la société camerounaise dans son ensemble. Quelques morceaux choisis
À propos du champ politique, il écrit qu'au Cameroun, la promesse de démocratie des années 90 a viré finalement en une démocrature que structure des institutions démocratiques Potamkin ou d'affichage. Au fil du temps, des tendances autoritaires faisant largement fi de l'état de droit se sont renforcées autour du chef de l'État, faisant du présidentialisme camerounais une quasi-monarchie autocratique. Quant à l'autonomie des régions, l'auteur fait le constat d'un centralisme à outrance dont la crise anglophone est l'un des avatars. Pour lui, la réponse à ce conflit n'est pas à trouver dans le fédéralisme qui lui paraît être non seulement un recul au regard de la Constitution de 1996, mais aussi un sujet de discorde tant l'on ne parvient pas à s'accorder sur l'idée d'un fédéralisme à 2 États ou à 10 États. De son point de vue, la décentralisation doit être réalisée et dans les mairies et dans la région, ce qui fait cruellement défaut actuellement. C'est aussi sur le ton d'un aggiornamento qu'Urbain Olangana Awono situe la question du fonctionnement de la justice qu'il qualifie d'enlisée dans l'arbitraire. S'agissant des sociétés parapubliques et établissements publics, à ses yeux, ils sont gangrénés par l'opacité, d'où leurs résultats mitigés. À son sens, mieux adresser ces questions de l'existence du Cameroun consiste à mettre sur pied un système politique véritablement démocratique pour un bond en avant du pays. Si Urbain Olangana Awono ne dresse pas le portrait robot de qui devra conduire ces réformes à la tête du Cameroun, on semble percevoir, même implicitement, que Paul Biya n'est pas le candidat idéal pour l'auteur. Et on parle de toute autre chose à présent, restaurer le climat social remis à rude épreuve par les grèves à répétition, rationaliser les dépenses à travers une saine gestion des ressources. Telle est la feuille de route du docteur Alexandre Manga, le nouveau directeur général du Centre des handicapés, a été installé ce jour dans ses fonctions à Yaoundé par le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Depuis le début de l'année en cours, au moins 2 mouvements d'humeur ont paralysé le fonctionnement du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, obligeant régulièrement le sous-préfet de Yaoundé 6 à jouer les sapeurs-pompiers en faisant valoir la force du dialogue. C'est dire combien le climat social a été mis à rude épreuve ces dernières années. Nous attendons l'amélioration du climat social. Nous pensons que la nouveauté d'esprit, la jeunesse du nouveau directeur général est un facteur facilitateur, nous le pensons, parce que l'ancien a mis assez de temps, n'est-ce pas, de 2003 à 2018, ça fait beaucoup. Il était nécessaire de procéder à ce changement. Il est fait. Maintenant, on espère que le climat social va se libérer pour la promotion de cette structure sociale. C'est dans ce contexte fait de défis et d'attentes que le docteur Alexandre Manga a pris fonction à la tête du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, cardinal Paul-Émile Léger. Ce médecin rompu a du pain sur la planche. Pour y avoir officié en qualité de directeur général adjoint depuis 2010, vous connaissez certainement la maison et les défis qui vous interpellent aujourd'hui. La mise à niveau du plateau technique du CNRPH à travers l'exécution performante du contrat plan État CNRPH en cours. L'apaisement du climat social au sein du CNRPH afin de concentrer les énergies et mettre à contribution tous les maillons de la chaîne pour l'atteinte des objectifs de performance assignés au centre. L'exploitation judicieuse des potentialités actuelles du CNRPH, notamment par le renforcement des unités constitutives du cœur du métier, afin de booster sa capacité de génération des recettes propres additionnelles. L'amélioration du management organisationnel par le biais de la rationalisation des mécanismes de gestion et des procédures budgétaires. Des défis qui ne font pas peur à cet originaire du BAM et Inubu, lui qui connaît très bien la maison. Aussi a-t-il déjà une idée de ce par quoi il va commencer? La première tâche, c'est l'apaisement du climat social. Le deuxième axe sur lequel on va placer notre action, c'est la rationalisation de la gestion et la modernisation de la gestion. La gestion des ressources financières mises à disposition par l'État et la gestion des ressources humaines. Continuer l'œuvre de modernisation du plateau technique que nous avons commencé depuis 8 ans. Dans cet esprit, nous comptons nous appuyer sur des œuvres sociales privées également, qui œuvrent dans le même domaine que nous. C'est un médecin chirurgien orthopédiste et traumatologue urgentiste, formé à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Cet enseignant des facultés de médecine
et expert en finances publiques, option gestion budgétaire, était jusqu'à sa promotion le 18 juin dernier, directeur général adjoint du même centre. Il remplace Grace Fomolou qui y a séjourné pendant une quinzaine d'années. Un public reportage à présent avant la deuxième partie de ce journal. Le Centre d'enseignement de formation technique et industrielle de Douala Sefti prime les meilleurs élèves ainsi qu'enseignants. C'est à la faveur de la 6e édition de la cérémonie solennelle des prix de l'excellence. Pour l'édition 2018, 109 élèves ont reçu des bourses et d'autres primes. Reportage. Sefti, une école, un métier, un avenir. Alors que l'on célébrait l'enfant africain ce 16 juin 2018, le centre d'enseignement et de formation technique industrielle, situé sur la route Aquanor-Bonamoussadi, vibrait au rythme de l'excellence scolaire. Depuis 26 ans, au service de la formation de la jeunesse, le Sefti encourage la promotion de la jeune fille par la formation technique, méthode qui porte des fruits. Je suis très contente parce que j'ai dû travailler très dur pendant cette année pour être la meilleure de cette école. La qualité de l'enseignement, elle est très bien. Premier établissement privé laïque d'enseignement technique au Cameroun, le Sefti a fait de la formation et surtout de l'emploi des jeunes son cheval de bataille. Le centre d'enseignement et de formation technique industrielle, un établissement à cheval entre le ministère des enseignements secondaires et le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette vision est un succès grâce à la conjugaison des efforts entre l'administration, les élèves et surtout des enseignants qui à l'occasion ont été aussi distingués. Grande est ma joie de savoir que je suis la meilleure enseignante de l'établissement et ce fut une surprise pour moi. C'est tout à fait émouvant pour moi et puis encourageant de savoir que l'administration tout entière reconnaisse mon travail. Ce travail qui milite en faveur du rayonnement de Sefti et à l'atteinte de ses objectifs depuis plusieurs années déjà se fait grâce à la contribution de nombreux partenaires. En tant que partenaire de Sefti, nous encadrons les élèves dans les sorties d'école à plusieurs années. Ils passent chez nous pour se former et approfondir les connaissances. Parce qu'à la sortie des stages, ils sont vraiment prêts pour l'emploi. Ce partenariat et cette réussite dans la formation et l'insertion de la jeunesse reposent sur des piliers solides. Pour célébrer ce succès ce 16 juin, au total, 109 élèves ont reçu des bourses d'études, en plus de plusieurs autres présents offerts par de nombreux partenaires. Depuis 26 ans, les parents ont des raisons de faire confiance au Sefti. La première a gardé l'enseignement et la sécurité. Parce que lorsqu'un enfant enseigne, il n'y a pas moyen de fuguer. L'année 2018 s'est refermée au Sefti dans une belle ambiance. Sefti, une école, un métier, un avenir. Dans un instant, la deuxième partie de ce journal. Et pour parler de ce rebondissement dans l'affaire Ayouk Tabé et compagnie, nous recevons sur ce plateau du 20h Maître Célestin Kengoum. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Alors, Ayouk Tabé ici, arrêté le 5 janvier 2018 au Nigeria, puis extradé sous forte escorte au Cameroun, gardé au secret pendant 6 mois. Est-ce qu'on peut cela peut bien se comprendre sur le point de vue du droit? Du point de vue du droit, non, mais du point de vue politique, oui. Parce que c'est une affaire qui ne relève pas des juridictions de l'ordre judiciaire. En principe, il y a une coloration politique à cette affaire. Oui. Donc, s'ils ont été gardés 6 mois, cela est contraire au code de procédure pénale, cela est contraire à la Constitution, parce que, voyez-vous, le droit de la défense, la présomption d'innocence sont des droits garantis par la Constitution. Donc ce n'est pas leur détention pendant 6 mois qui pose problème, parce que c'est prévu par la loi, mais c'est le fait qu'ils n'aient pas pu
recevoir leurs avocats. Oui. Donc, être privé du droit de se faire assister par un avocat pendant 6 mois, c'est un abus. Oui. Et dans ce contexte, que prévoit la loi en la matière exactement? Non, il y a le mécanisme judiciaire pour toute personne qui est inculpée, selon qu'il s'agit d'un crime ou d'un délit. Les délais ne sont pas les mêmes. Oui. Dans le cadre des procédures liées à l'infraction de terrorisme, le code de procédure pénale le range dans la catégorie des crimes, dont l'instruction peut durer 6 mois, renouvelable une fois, renouvelable encore une fois, donc 18 mois. Oui. Donc pendant 18 mois, l'instruction peut, l'information judiciaire et l'instruction peut durer pendant cette... Donc 6 mois après, donc, le pouvoir de Yaoundé a finalement donné le feu vert pour que ses avocats entrent en contact avec eux, ceci après donc 6 mois gardés au secret. Donc quel peut être l'impact de cette ouverture sur le théâtre de la crise anglophone où la situation ne cesse de se dégrader au fil des jours? Non, je pense que c'est déjà une sorte... je pense que c'est déjà un début de la solution de cette crise. Parce que voyez-vous, les analystes ou ceux qui s'intéressent à l'évolution de la situation dans les 2 régions du nord-ouest et du sud-ouest pensent que pour décrisper l'atmosphère et amorcer la pente vers une réconciliation, vers la paix, il faut absolument libérer toutes ces personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire. Donc vous confirmez exactement que la libération d'Ayoub Tabé ici peut contribuer à une sortie de crise? Absolument, absolument. Mais je ne dis pas que le fait que ces avocats puissent aujourd'hui aller à sa rencontre pourrait expliquer ou bien pourrait être une preuve qu'ils seront libérés. Non, c'est dans le cadre du droit de la défense que ces avocats ont aujourd'hui accès à toutes ces personnes. Mais je pense que le pouvoir central devrait accélérer le processus de déconstruction de ce conflit qui n'a que trop duré et qui nous cause beaucoup de pertes, aussi bien en vie humaine que en ce qui concerne les dépenses militaires. Est-ce que ce nouvel épisode permettra d'avoir de façon une visibilité sur la suite de l'affaire à rapport de Benoît Sant'Élie dans les prochains jours? Oh, peut-être pas grand-chose. Les avocats de M. Ayoub Tabé vont le rencontrer. Ils vont discuter des conditions de leur détention qui, semble-t-il, sont assez bonnes par rapport à ce qui est réservé aux autres. Mais la Commission nationale des droits de l'homme avait estimé que c'était une détention arbitraire. Non, la notion de détention arbitraire n'a rien à voir avec les conditions de détention. Oui. La détention arbitraire veut dire que, du strict point de vue du droit, ces personnes ne devaient pas être là où elles sont. Mais les conditions de détention, il s'agit des aménagements infrastructurels, du confort dans lequel pourrait se trouver un détenu. Oui. Donc les conditions de détention, de ce qui m'a été rapporté, sont bonnes. Maintenant, quant à qualifier la détention en elle-même d'arbitraire, ça c'est un sujet sur lequel je ne voudrais pas m'aventurer, parce qu'il leur a été reproché un certain nombre de choses qui sont avérées. Bon. Mais seulement ces questions relèvent beaucoup plus du politique que du judiciaire. Alors je suis de ceux qui pensent que la solution à cette crise est essentiellement politique. Donc le judiciaire ne fera que compliquer ce conflit que nous souhaitons s'éteindre rapidement afin que le pays revive. Parce que le Cameroun est à l'agonie, madame. Oui. Les conséquences de cette guerre civile, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'une guerre civile, les conséquences sont désastreuses. Non pas seulement pour l'économie, mais même pour les familles. Parce que lorsque l'économique est perturbé, l'équilibre social est aussi affecté. Et je saisis cette occasion pour vous dire que je déplore beaucoup l'attitude de nos opérateurs économiques qui ne se sont pas manifestés, qui ne se prononcent pas ouvertement par rapport à cette crise. Ils sont un peu comme en embuscade, attendant que les choses se tassent pour relancer leurs économies, leurs affaires. Alors ce n'est pas sain. Qu'est-ce qu'ils devraient donc faire? Non, ce qu'ils devraient faire, c'est quoi? Ils devraient se mobiliser. Regardez, jusqu'aujourd'hui, ce sont les politiques et la société civile qui s'activent, qui essaient d'émettre des idées.
tous nos opérateurs, nos grands hommes d'affaires qui tirent le maximum de leurs revenus des affaires dans toutes ces régions du pays ne se manifestent pas, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Alors ils ne sont ni chaud ni froid. Ils sont de quel côté? Est-ce qu'ils sont vraiment pour la paix? Est-ce qu'ils sont du côté de la paix? Est-ce que ce ne sont pas ces gens qui sont en train d'armer ce mouvement sécessionniste? Donc je pense que les opérateurs économiques devraient sortir de leur silence pour s'exprimer clairement et donner leurs opinions, leur point de vue au gouvernement, pour que le gouvernement en tienne compte. Nous sommes, madame, voyez-vous, nous sommes en juin, à quelques mois, à 11 ou 12 mois de la Coupe des Nations. Aujourd'hui, vous verrez qu'il y a un branle-bas dans les constructions, les hôtels, les restaurants, pour accueillir tous ceux qui viendront pour la CAN. Oui. Donc ça veut dire que si la CAN, la situation perdure, nous risquons de perdre la CAN. Et si la situation s'enlise, le Cameroun perdra et ses opérateurs économiques perdront leurs investissements. D'accord. Et parlant du cas Ayouk Tabé, revenons-en. Forcément, on s'achemine vers un feuilleton judiciaire. Alors, que pourrait-il se passer dans les prochains jours? Non, je ne pense pas que nous nous acheminons vers un feuilleton judiciaire. Je vous dis que nous n'avons pas intérêt à ouvrir encore une brèche de cette nature. Déjà, ceux qui avaient été arrêtés avec mon confrère Maître Congo Agbor, on avait relâché Congo Agbor et quelques-uns et on a laissé beaucoup d'autres personnes en détention. Moi, je m'attendais à une grâce présidentielle après leur condamnation. Donc, pour décrisper l'atmosphère, il faut libérer toutes ces personnes. Même Ayouk Tabé doit être libéré. Mais le véritable problème est qu'il n'y a pas un plan, il n'y a pas un plan pour l'amorce d'un dialogue. Les plénipotentiaires du gouvernement n'ont pas la légitimité nécessaire pour aller discuter de cette crise avec les seigneurs de la guerre. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un groupe structuré, il s'agit de groupes hétéroclites, déstructurés, au-dessus desquels se trouvent des seigneurs de la guerre, c'est-à-dire un chef. Donc, il n'y a pas une coordination, une harmonie entre les mouvements qui se développent autour de Muyuka et ceux qui sont en combat. Oui. Donc, il n'y a pas un fil qui les relie. Là, le seul fil, c'est qu'ils ont pour motivation de chasser les autorités publiques, ou en tout cas ce qui représente le symbole de l'État dans ces parties du Cameroun. Et ça, on aimerait bien également comprendre le timing. Pourquoi c'est à ce moment précis que le régime de Yaoundé consent à une ouverture? Madame, je ne suis ni membre du gouvernement, ni conseiller juridique d'une structure étatique. Donc je ne saurais répondre à une telle question. Ne serait-ce peut-être pas à cause des multiples pressions sur le plan national et même international? Oui, en ce qui concerne les pressions, elles sont là. Les pressions sont là, sur le plan international surtout. Et elles iront d'ailleurs crescendo. Donc il y a des pressions et je pense que le chef de l'État doit vraiment agir en tant que chef. Parce que tout l'interpelle aujourd'hui. Il doit prendre ses responsabilités pour trouver une issue. Parmi les issues que nous avons suggérées, la libération de toutes ces personnes, la refonte de son gouvernement, pour choisir des gens légitimes, des gens qui ont une compétence avérée et surtout qui sont de très bonne moralité. On les connaît. Moi, je m'étonne par exemple que dans une crise comme celle-là, on a des compatriotes qui, en plus d'être bilingues, mais ont une aura qui leur permet de discuter avec toutes ces personnes parce qu'elles sont proches du peuple. Je cite le cas de Ntumfo, Maître Nikwale. Maître Nikwale, c'est quelqu'un qui est très très proche du peuple. Très proche du peuple. Donc c'est quelqu'un qui peut aller à la rencontre de ces personnes. Mais ils sont rares des hommes de cette trempe. Et pour comprendre peut-être aussi le timing, est-ce que le gouvernement n'a pas choisi de faire ceci en ce moment précis, surtout il est en train de monter un plan d'urgence pour les déplacer et refuser la crise anglophone, désirait pour apaiser les tensions afin d'amener un bon nombre à adhérer au plan? Madame, il y a une expression, on dit il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Lorsqu'on a annoncé ce plan d'urgence humanitaire, cette phrase a pris tout son relief sous mes yeux. On ne peut pas parler de reconstruction sans avoir cessé le conflit. Je trouve ça totalement stupide. Et ça n'a vraiment pas de sens sur le plan géostratégique.
Donc vous estimez que ce plan ne pourra pas porter, ce n'est pas une réponse suffisante? Je vous dis, ce n'est même pas une réponse. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Vous ne pouvez pas vous mettre à aménager une chambre pour quelqu'un en santé alors qu'il est malade. Vous aménagez une chambre pour quelqu'un qui est hospitalisé alors qu'il est encore sous perfusion. C'est un pas vers le dialogue. Non, ça ne peut pas être un pas. Il faut d'abord s'intéresser à la guérison du patient avant d'envisager l'avenir pour lui. Donc on ne peut pas aller reconstruire des écoles ou reconstruire des maisons et appeler des populations qui sont dans les brousses à revenir alors que la guerre bat son plein. Merci. C'est une aberration. Merci, Maître Célestin Kengoum, avocat au barreau du Cameroun. Merci d'être venu ce soir. C'est moi qui vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Des séparatistes dans les cellules du CET. Cette attitude renforce la conviction de certains activistes de la crise anglophone qui pensent que Sissekou Ayok Tabé, le président de l'État fantôme d'Ambazonie, a été assassiné au lendemain de son arrestation au Nigeria. En réaction, le gouvernement camerounais multiplie des démentis sans convaincre la famille du leader des séparatistes, dont son épouse Lili Ayok Tabé, qui exige une vidéo qui prouve que son mari est encore en vie. Après 6 mois de confusion, le gouvernement camerounais a finalement décidé de lâcher de l'Est. En effet, depuis vendredi, selon les indiscrétions, Ayok Tabé, Wilfried Tassan et les autres activistes arrêtés au Nigeria et incarcérés à Yaoundé ont eu la possibilité de rencontrer pour la première fois leurs avocats. Le régime de Yaoundé apporte ainsi la preuve que les séparatistes sont bel et bien en vie. Et nous prolongeons le débat sur cette affaire Ayok Tabé. En deuxième partie de ce journal avec Maître Célestin Kengoum, avocat au barreau du Cameroun. Et toujours dans ce chapitre consacré à la crise anglophone, la condamnation des massacres des populations et forces de défense se poursuit. L'église adventiste vient de se lancer dans le bal des condamnations des attaques perpétrées par des séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Il faut préciser que l'arrivée massive des populations du nord-ouest dans la région de l'ouest Cameroun a donc suscité la sortie de cette confession religieuse. Dalastana et Jean-Paul Chouniat. Sur les pas de la foi catholique, la foi protestante et la foi musulmane, l'Église adventiste du Cameroun condamne les massacres dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Pour elle, la voie du dialogue entre les sécessionnistes et le régime de Yaoundé est la seule issue de sortie d'une crise qui perdure depuis 2 ans. De nos jours, la seule personne qui peut aider, c'est que Dieu intervienne. Et nous demandons à Dieu quotidiennement de toucher les cœurs des uns et des autres afin qu'ils puissent revenir à un consensus, qu'ils puissent venir à une entente afin que nous puissions voir notre pays retrouver cette paix qui caractérise même son identité. Depuis le déclenchement de cette crise, l'Église adventiste à l'Ouest Cameroun continue d'accueillir des centaines de déplacés venant des régions anglophones, tout comme des déplacés de l'extrême nord, fuyant la guerre entre Boko Haram et l'armée camerounaise. À l'Église adventiste, seule la puissance de feu de Dieu mettra hors d'état de nuire les ennemis du Cameroun. Nous sommes convaincus que l'ennemi s'agite, mais en fin de compte, la victoire reviendra à Dieu et il y aura la stabilité dans ce pays. Par ces moments où des velléités tribalistes se manifestent pour ébranler la cohésion sociale, les bergers du peuple de Dieu prônent dans leurs homélies la culture du vivre ensemble entre les fils et filles d'une même nation, le Cameroun. Le vivre ensemble existe à l'Église adventiste et nous en faisons même la promotion déjà au sein de l'Église, mais ensuite au sein de notre communauté. Au cours de l'installation de Imbé Jules Hervé, nouveau pasteur du district Mifinoun, l'intérimaire qui retourne à son district Menoua Bamboutos demande aux jeunes enclins à la facilité et aux déviances d'avoir pour seule boussole dans leur vie la parole de Dieu. Et au regard de l'enlisement de la crise anglophone, l'ex-ministre de la Santé publique au Cameroun, Urbain Olangena Awono, propose des pistes de solutions pour sortir le pays de la tourmente actuelle. Incarcéré à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé, l'ex-ministre, dans son ouvrage, donc appelle à un dialogue national et inclusif. Note de lecture dans ce reportage de Guizoukou.
Urbain Olangana Awano n'arrête pas sa réflexion sur l'être et les temps du Cameroun. On pourrait même dire que son statut de prisonnier de l'opération Épervier stimule sa prolixité d'essayiste. Après Mensonge d'État, désert de République au Cameroun, témoignage, il vient ainsi de publier aux éditions du Chabel un nouveau livre intitulé « Urgence d'un nouveau pacte républicain et social, rêve d'avenir pour le Cameroun », préfacé par Monseigneur Samuel Cléda, archevêque du diocèse de Douala, qui constate la témérité et la foi d'Urbain Olangana Awano Anglo-Cameroun. Le livre souligne à grands traits l'urgence de revoir le Cameroun de fond en comble. L'auteur cible quelques chantiers majeurs à conduire pour reformer un Cameroun à ses yeux mal en point. La politique, l'autonomie des territoires dont la crise anglophone, la justice, la démocratie, les entreprises publiques et établissements publics et l'égalité des chances pour tous. Dans toutes ces problématiques, Urbain Olangana Awano fait le constat de la déconfiture qui met à mal la société camerounaise dans son ensemble. Quelques morceaux choisis. À propos du champ politique, il écrit qu'au Cameroun, la promesse de démocratie aux services sociaux de base s'oppose avec acuité. Premièrement, nous n'avons pas de route. Et nous sommes des agriculteurs. Nous travaillons énormément avec beaucoup de force. Nous nous épuisons beaucoup. Pour écouler nos produits, ce n'est pas facile. Vous voyez, à partir du fleuve Guérima, on n'a pas de pont, on n'a rien qui puisse nous favoriser, qui puisse nous aider à bien écouler nos produits. Dans le domaine de la santé aussi, ce n'est pas facile. Il faut partir d'ici, faire 22 km jusqu'à Bafia pour amener les malades à l'hôpital, ce qui n'est pas déjà bien. Sur cette ligne, Nyamongo, Mbengue, Massassa, jusqu'à Vondou, la rivière Ngoro, rivière qui portait l'arrondissement, le nom de l'arrondissement. Donc il y a un pont là qui nous gêne encore. On peut passer pour les produits de base que nous cultivons ici, le cacao, les vivres, tout ça. Nous n'avons pas les moyens de les évacuer. La suite de notre périple nous conduit au village Gorongima, où les efforts constants des populations se heurtent à un mur de difficultés. Nous travaillons comme ça là pour manger et pour envoyer nos enfants à l'école avec nos manioc. Il n'y a pas la route, nous souffrons comme ça parce que nous n'avons pas la route et le pont. C'est pour ça que nous souffrons comme ça en Gorongima. Partant de Mbengue pour Gorongima, Massassa, nous avons un pont de singes qui relie les deux villages. Et pour y accéder, c'est que les motos. Et ça, la difficulté. Je sais, c'est nous penser à nous, à faire notre pont et notre route pour que nous écoulons rapidement nos produits. Je suis enseignante ici depuis 3 ans. Pourquoi me paye, ce n'est pas si facile. Ce sont des parents d'élèves. J'ai des aïeurés de mois de salaire. Oui. Et pour survivre, je suis obligée de faire même dans les champs, comme je suis en train de tremper le maillot comme à cette heure. Et comme si cela ne suffisait pas de cravacher dur pour assurer la pitance quotidienne, les populations doivent en plus faire face à la montée inquiétante des fléaux sociaux, à l'instar de la consommation des drogues et autres stupéfiants. Parce que beaucoup de jeunes d'ici ont été noyés dans les drogues. Ils fument le banga, ils boivent le tramol, tout. J'ai combattu, je combats jusqu'à présent. Il y a des points d'eau qui ne sont pas là. Je suis assoiffé et je bois une eau impossible. Il y a les aînés qui nous manquent le respect. Ils disent que nous sommes les petits, on ne peut pas. Quand nous on travaille beaucoup par rapport à eux, nous on ne bénéficie pas beaucoup. On n'achète pas même bien le couscous ou bien. On fait le filet à 5 000. 100 kilos, 5 000. Nous on va prendre quoi? On va manger comment? On va nourrir les enfants comment? On va pousser les enfants avec quoi? Autant le dire, la vie a un goût plutôt amer dans la quasi-totalité des villages de l'arrondissement de Ngoro, dans le département du Mbam-Ekim. Les populations dépitées ne savent à quel sein se vouer, abandonnées qu'elles sont à leur triste sort par les élites et les pouvoirs publics. Ne leur parlez pas de bout du tunnel ou d'émergence. Elles n'y rêvent même pas. Dans le reste de l'actualité, gardé au secret pendant 6 mois à Ayuk Tabé
et compagnie ont pu arrêter au Nigeria, interpellés donc au Nigeria, puis extradés au Cameroun en début d'année 2018, ont pu enfin rencontrer les avocats. En facilitant dans cette rencontre, le gouvernement veut ainsi tordre le cou à la rumeur qui a longtemps laissé croire qu'Ayouk Tabé et compagnie avaient été assassinés au lendemain de leur interpellation. Nana Paul Sabin pour plus de précisions. Le 5 janvier 2018, Sissekou Ayouk Tabé, président de l'État fantôme d'Ambazoni, et des membres de son cabinet sont réunis en nocturne dans un hôtel à Abuja, au Nigeria. Séance tenante, ils sont surpris par des éléments du service secret de leur pays d'accueil. Mis aux arrêts, ces dirigeants séparatistes anglophones, au nombre de 47 selon les officiels, sont extradés sous très forte escorte à Yaoundé le 28 janvier 2018. Dans la capitale politique du Cameroun, Ayouk Tabé et ses 46 compagnons de lutte pour l'indépendance des régions anglophones sont gardés au secret. Le 29 janvier 2018, 4 avocats, à savoir Maître Félix Arbor Nkongo, Maître Claude Assira, Maître Yolande Ngor Mignongok et Maître Bernard Mouna, se présentent au secrétariat d'État à la Défense dans l'espoir de rencontrer les sécessionnistes rapatriés du Nigeria. Peine perdue, le colonel qui les reçoit n'accorde pas une suite favorable à leur demande. En outre, l'officier supérieur de gendarmerie ne confirme pas la présence. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal Crise anglophone. 6 mois après l'interpellation au Nigeria, Ayouk Tabé et compagnie entrent enfin en contact avec leurs avocats, s'acheminent vers l'ouverture d'un feuilleton judiciaire, une tentative de conciliation, élément à suivre au cœur de ce journal. Et à Douala, le quartier Lorbessou, sous la menace d'un ravin géant. Les pluies diluviennes qui s'abattent ces dernières semaines sur la ville ont provoqué des éboulements de terrain à proximité de ce ravin. Un péril plane sur de nombreuses familles. Et en ouverture de ce journal, nous parlerons de ce grave accident de la circulation qui a coûté la vie à cette personne sur l'axe Kambé-Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, au moins 7 personnes ont péri ce lundi matin dans un grave accident de la circulation survenu sur l'axe Kambé-Bamenda dans la région du nord-ouest Cameroun. Les victimes se trouvaient sur une moto et à bord d'un camion de l'armée camerounaise. À en croire nos sources, le camion a percuté à l'arrière une moto qui avait 3 personnes. Les 3 personnes sont d'ailleurs décédées sur le coup, ainsi que quelques hommes en tenue. Et sur place à Douala, les populations du quartier Lorbessou ont perdu le sommeil depuis des semaines. Un ravin de plus de 15 mètres ravage tout sur son passage et met en péril la vie de ses habitants. La boue entraînée par les eaux a enseveli plusieurs maisons d'habitation. Ainsi, la gravité de la situation a contraint la communauté urbaine à descendre sur le terrain ce lundi. Georges Mitterrand, Dame Xavier Foucault. Les populations du quartier Lorbessou, Miket à Douala ont perdu le sommeil. Ce ravin de plus de 15 mètres de profondeur gagne du terrain chaque jour, emportant à son passage d'importantes surfaces de plantation et mettant la vie des riverains en danger. La boue, entraînée par les eaux de ruissellement, a englouti plusieurs maisons. Après des efforts vains, la population a été débordée par la fureur du déferlement de la boue et contrainte pour la plupart au déménagement. Moi, en tant qu'habitant d'ici là, j'ai presque abandonné ma maison, je ne suis plus dedans et je ne suis pas la seule. Nous avons combattu à notre niveau, mais ça n'a pas marché. Tous les jours, on a essayé de charger les sacs, canaliser l'eau à notre niveau, ça n'a pas marché. Jusqu'aujourd'hui là, nous souffrons. Au jour d'aujourd'hui là, chacun, on ne peut qu'abandonner ses maisons et partir. On ne peut plus rien faire parce qu'il n'y a rien à faire. Parce que quand
Cette eau-là commence à venir, c'est un torrent. Si ça te trouve dedans, ça t'enterre une fois avec la maison. Le calvaire de ces populations serait causé par une canalisation faite en amont. Depuis presque 3 ans, on n'avait pas ce problème ici au quartier. Mais depuis que les Chinois ont canalisé, comme vous voyez là, tu vois comment le bas peuple souffre. Il y a beaucoup de enfants qui ont déménagé, ils ont abandonné leur maison. Moi, je ne sais pas comment on peut gérer, je ne sais pas comment on peut faire la situation, parce que peut-être ça peut changer. Le collectif des habitants du quartier Lok-Bessou a saisi plusieurs fois la communauté urbaine de Douala, bien avant que la situation n'atteigne ce seuil plus qu'inquiétant. C'est depuis le mois de mars que nous avons commencé à voir le danger venir et nous avons interpellé la communauté urbaine quand le ravin était environ à 30 mètres de chez nous. Ils ne sont pas venus et nous avons déjà adressé trois correspondances à la communauté urbaine par rapport à cela. Ils ont régulièrement envoyé des gens qui sont venus filmer et puis par la suite rien. Il a fallu que la situation s'aggrave avec les pluies qui sont de retour à Douala pour que la communauté urbaine envoie ses camions ce lundi avec des moellons comme début de solution. Et du côté de Ndobo, les populations également ont perdu le sommeil de ce côté. Elles sont confrontées au quotidien de graves inondations à la moindre averse. Ajoutez à cela l'insalubrité qui prend de l'ampleur dans ce quartier situé dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Robert Moukobé, Julienne Berthe-Bissaï. À première vue, cela pourrait paraître pour une blague. Pourtant, c'est la réalité. Un vieux congélateur servant de pirogue de fortune pour la traversée aux populations de Ndobo des églises. Ici, les habitants ont les pieds dans l'eau. À l'autre coin du quartier, quelques roues servent également de pont pour la traversée. Bâtis sur une zone marécageuse, les eaux stagnent un peu partout dans ce quartier en manque de route. L'eau ne circule pas parce qu'il n'y a pas les rigoles. C'est bouché. Quand il pleut, la poubelle, ça bouche les rigoles. Pour que l'eau ne circule pas. Donc même le piéton, il n'y a pas moyen de marcher. Et toutes les routes sont gâtées. Nous, on supplie seulement le gouvernement de nous arranger la route et sortir les rigoles. Parce que ça nous donne les maladies, les enfants tombent, même les grandes personnes en désordre, les moustiques entrent. On n'arrive même pas à manger les moustiques. Dans cette localité pratiquement abandonnée, les populations s'interrogent sur le rôle de la municipalité. Vraiment, on se demande si le maire de Douala 4e, il connaît même s'il y a un quartier qu'on appelle Ndobo des églises. Parce que nous, on le voit seulement pendant les élections. Quand il y a les élections, c'est le moment là qu'ils viennent nous dire, bon, il faut même voter, parce qu'ils vont nous donner un peu le riz avec le pain, on va manger, on va aller les voter. Dès qu'on le vote, ça fait plus de 5 ans, il n'est jamais passé ici. Bon, voilà encore, dans bientôt, les élections vont encore venir. Il y aura encore des élections municipales. Il va toujours revenir pour dire qu'il faut qu'on le vote. Dès qu'on le vote, il disparaît. On ne le voit plus. Regardez vous-même la route. Regardez les rigoles, il n'y a même pas de rigoles. Il y a les saletés partout. Je ne parle même pas le délégué du gouvernement. Ou le délégué du gouvernement sait qu'il y a même un quartier ici, qu'on appelle Ndobo des églises. Là où il y a l'abattoir, tout jusqu'à Bonandale. Nous, on ne sait même pas si c'est que les gens vivent même de ce côté. Il n'y a pas de route. Les rigoles sont bouchés, la saleté partout. On vit comme ça dans l'eau. À l'approche des élections, pas si étonnant de voir les hommes politiques sur le terrain. Les départements du Mbam et Noubou, Mbam et Kim, coupés en deux depuis 2 ans, le bac qui facilite la traversée sur le fleuve Guérima est défectueux. Les activités économiques tournent au ralenti, aggravées aux mauvaises conditions de vie des populations qui souffrent notamment des infrastructures de base. C'est un grand reportage que signent Charlie Melingui et Marcelin Gansop. C'est au bord du fleuve Guérima, à cheval entre les départements du Bam et Inubu et Bam et Kim, que commence notre périple. Impossible pour nous, ainsi que les autres usagers, d'aller d'un bout à l'autre du fleuve. Et pour cause, le bac est inopérationnel. Rattrapé par le poids de l'âge et du fait des multiples sollicitations, il s'est noyé et reste otage des eaux depuis plus d'1 an, mettant les populations des 2 rives en difficulté, sans compter que les activités économiques tournent au ralenti. S'il n'y avait pas les choses des blancs là, nous on ne devait pas vraiment on ne devait pas au moins exister. Bon, les mamans ne devaient jamais traverser. La seule issue désormais est d'emprunter les pirogues et autres chaloupes
Mais cela nécessite un coût que les usagers ne sont pas toujours prêts à payer. Les prix d'ici là actuellement dans la pirogue, c'est 300 francs. 2 personnes, ça fait 600. Bon, si vous prenez le chauffeur et la moto, c'est 1000 francs. 602 sur moto. Le chauffeur seul, c'est 700 francs. La moto, c'est comme ça. Actuellement, quand c'est un dépôt vraiment un peu pressé, que vous êtes pressé, c'est 2000 francs la traversée quand vous êtes pressé. Il y a des cas qu'on évacue cela même pour rien. Quand quelqu'un est malade, on évacue, on part, on laisse de l'autre côté par rapport à eux. On doit céder. Donc ici, le chargement, c'est par ordre. On charge par ordre. Le travail commence aux environs de 7h à 18h30. On arrête la traversée. Après une bonne dose de patience et une fois que l'on parvient à rallier l'autobus du fleuve en direction de l'arrondissement de Ngoro dans le département du Bam-et-Kim, commence un autre calvaire, lié notamment au très mauvais état des routes. Au village Nyamongo, le tout premier que nous foulons, les populations souffrent le martyre. Un centre de santé développé comme le mien n'a pas un infirmier, parce que la fille dont vous avez trouvé là, c'est les populations, c'est le village qui supporte ses besoins. Et je remercie encore son courage et sa disponibilité à ce que ce centre de santé ne soit fermé. Comment faites-vous pour maintenant trouver de l'eau à boire? Nous rentrons dans les petits ruisseaux en brousse, à 1 km, 500, parfois 500 mètres. Quand il n'y a pas l'eau, c'est qu'il n'y a pas la vie. Bon, quand la population ne peut pas vivre, c'est que le chef d'État lui-même ne peut pas aussi vivre. Ça veut dire que nous voulons qu'il vienne à notre aide. Au village Mbengue, la situation n'est guère reluisante non plus. Le difficile assis des années 90 a viré finalement en une démocrature que structure des institutions démocratiques Potamkin ou d'affichage. Au fil du temps, des tendances autoritaires faisant largement fi de l'état de droit se sont renforcées autour du chef de l'État, faisant du présidentialisme camerounais une quasi-monarchie autocratique. Quant à l'autonomie des régions, l'auteur fait le constat d'un centralisme à outrance dont la crise anglophone est l'un des avatars. Pour lui, la réponse à ce conflit n'est pas à trouver dans le fédéralisme qui lui paraît être non seulement un recul au regard de la Constitution de 1996, mais aussi un sujet de discorde tant l'on ne parvient pas à s'accorder sur l'idée d'un fédéralisme à 2 États ou à 10 États. De son point de vue, la décentralisation doit être réalisée et dans les mairies et dans la région, ce qui fait cruellement défaut actuellement. C'est aussi sur le ton d'un aggiornamento qu'Urbain Olangana Awono situe la question du fonctionnement de la justice qu'il qualifie d'enlisée dans l'arbitraire. S'agissant des sociétés parapubliques et établissements publics, à ses yeux, ils sont gangrénés par l'opacité, d'où leurs résultats mitigés. À son sens, mieux adresser ces questions de l'existence du Cameroun consiste à mettre sur pied un système politique véritablement démocratique pour un bond en avant du pays. Si Urbain Olangana Awono ne dresse pas le portrait robot de qui devra conduire ces réformes à la tête du Cameroun, on semble percevoir, même implicitement, que Paul Biya n'est pas le candidat idéal pour l'auteur. Et on parle de toute autre chose à présent, restaurer le climat social remis à rude épreuve par les grèves à répétition, rationaliser les dépenses à travers une saine gestion des ressources. Telle est la feuille de route du docteur Alexandre Manga, le nouveau directeur général du Centre des handicapés, a été installé ce jour dans ses fonctions à Yaoundé par le ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Guéné, Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Depuis le début de l'année en cours, au moins 2 mouvements d'humeur ont paralysé le fonctionnement du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, obligeant régulièrement le sous-préfet de Yaoundé 6 à jouer les sapeurs-pompiers en faisant valoir la force du dialogue. C'est dire combien le climat social a été mis à rude épreuve ces dernières années. Nous attendons l'amélioration du climat social. Nous pensons que la nouveauté d'esprit, la jeunesse du nouveau directeur général est un facteur facilitateur, nous le pensons, parce que l'ancien a mis assez de temps, n'est-ce pas, de 2003 à 2018, ça fait beaucoup. Il était nécessaire de procéder à ce changement. Il est fait. Maintenant, on espère que le climat social va se libérer pour la promotion de cette structure sociale. C'est dans ce contexte fait de défis et d'attentes que le docteur Alexandre Manga a pris fonction à la tête du Centre national de réhabilitation des personnes handicapées, Cardinal Paul-Émile Léger.
ce médecin rompu a du pain sur la planche. Pour y avoir officié en qualité de directeur général adjoint depuis 2010, vous connaissez certainement la maison et les défis qui vous interpellent aujourd'hui. La mise à niveau du plateau technique du CNRPH à travers l'exécution performante du contrat plan État CNRPH en cours. L'apaisement du climat social au sein du CNRPH afin de concentrer les énergies et mettre à contribution tous les maillons de la chaîne pour l'atteinte des objectifs de performance assignés au centre. L'exploitation judicieuse des potentialités actuelles du CNRPH, notamment par le renforcement des unités constitutives du cœur du métier, afin de booster sa capacité de génération des recettes propres additionnelles. L'amélioration du management organisationnel par le biais de la rationalisation des mécanismes de gestion et des procédures budgétaires. Des défis qui ne font pas peur à cet originaire du BAM et Inubu, lui qui connaît très bien la maison. Aussi a-t-il déjà une idée de ce par quoi il va commencer? La première tâche, c'est l'apaisement du climat social. Le deuxième axe sur lequel on va placer notre action, c'est la rationalisation de la gestion et la modernisation de la gestion. La gestion des ressources financières mises à disposition par l'État et la gestion des ressources humaines. Continuer l'œuvre de modernisation de plateau technique que nous avons commencé depuis 8 ans. Dans cet esprit, nous comptons nous appuyer sur les œuvres sociales privées également, qui œuvrent dans le même domaine que nous. C'est un médecin chirurgien orthopédiste et traumatologue urgentiste, formé à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Cet enseignant des facultés de médecine et expert en finances publiques, option gestion budgétaire, était jusqu'à sa promotion le 18 juin dernier.